À un moment, je me suis dit, mais il y a un fossé entre ce que je fais et ce que je pense. Je voulais, à partir d'aujourd'hui, avoir un impact positif quand j'imaginais un projet. En fait, je voulais pas découvrir des matériaux, découvrir des techniques, je voulais découvrir des projets avec leurs porteurs de projets, avec les problèmes qu'il y a eu, avec la réalité en fait concrète, avec comment on associe sa vie privée et son projet, comment on associe ses valeurs avec des fois où forcément on peut pas non plus faire tout ce qu'on souhaiterait. En fait, il y a toujours des limites. Et en fait, juste ça, tu vois, qu'ils prennent un temps où ils vont perdre en efficacité sur leur chantier pour une expérience humaine, je me suis dit, ok, je suis au bon endroit. Et donc, c'était une expérience incroyable parce qu'en fait, il y avait tout ce que je cherchais. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Marine Desouters. Marine a parcouru la France à bord de son van aménagé pour aller à la rencontre des porteurs de projets d'habitat écologique. Architecte de formation, elle souhaitait par cette expérience redonner du sens dans la pratique de sa passion et voir un maximum de projets. Elle nous partage ce qu'elle a trouvé en chemin, des habitats inspirants et souvent étonnants, et aussi de riches rencontres. Marine décrit avec enthousiasme cette aventure humaine et nous parle de l'idée qui en a découlé, créer un jeu de société pour promouvoir l'éco-construction de manière collaborative et joyeuse. Elle l'a baptisé Habitat Heureux, j'espère que ce sera votre sentiment également en découvrant cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Marine, merci de venir sur le podcast. Bonjour, merci à toi de m'inviter. Je suis très content de te recevoir sur la Case Robinson. On va parler d'éco-construction bien sûr, mais aussi de co-construction, puisque tu as participé à de nombreux chantiers participatifs, notamment l'année dernière lors d'un Tour de France. Donc tu vas nous parler de tout ça. Tu animes également des ateliers de sensibilisation sur le thème des habitats durables. Et tu as créé un jeu de société sur ces sujets qui s'appelle Habitat Heureux. Donc on va en parler aussi. Mais d'abord, tu es aussi architecte. Donc pour commencer, d'où te vient cet intérêt, cette passion pour l'architecture et puis peut-être dans un second temps pour l'éco-construction? Alors, je pense que c'est une question qui revient souvent et j'ai toujours beaucoup de mal à y répondre parce que déjà, c'est arrivé très jeune. Et en plus, je pense que je fonctionne pas par déclic, c'est-à-dire qu'il y a toujours un élément qui vient, qui va enrichir un petit peu, qui va rester là, qui va progresser et grandir. Et avec plusieurs éléments, au final, ça va arriver à cette décision, à ce choix, mais j'arrive difficilement à revenir à la genèse en fait de l'idée. Mais je peux revenir avec toi avec grand plaisir sur quelques anecdotes en tout cas de ça. À partir de 11 ans, tu vois, j'avais 11 ans quand j'ai dit la première fois, je sais que je vais être architecte. Donc ça date un petit peu. Et je me souviens que déjà là, ça faisait un petit moment que j'avais ça en tête. Et c'est juste qu'à cette époque, c'était l'âge où on avait un test d'orientation au CDI. Tu vois, ça date, je sais même plus si on appelle ça encore CDI aujourd'hui. Mais il y avait un ordinateur, on devait chacun passer et faire un test d'orientation. Et moi, j'avais ce métier en tête. Donc je répondais aux questions déjà avec l'idée de se dire, bah voilà, j'espère que ce sera ça qui ressortira. Et bingo, la réponse était architecte. Et, et je me suis sentie légitime de le dire à partir de là. C'est-à-dire que là, je suis rentrée et j'ai dit à mes parents, papa, maman, je veux être architecte, c'est sûr. L'ordinateur a validé, donc on peut y aller. Donc ça, je me souviens, tu vois, de cette petite anecdote. Et, euh, et aussi, je pense que ce qui a beaucoup joué, j'ai mon père qui est ingénieur dans le bâtiment et qui travaillait avec beaucoup d'architectes. Et aussi, il ramenait du travail à la maison. Et à cette époque-là, c'était pas sur l'ordinateur, c'était les énormes plans qui prenaient toute la table. Et j'aimais bien aller farfouiller un petit peu dans ses plans. Je le voyais stabiloter, faire ses descentes de charge. Et j'étais déjà très curieuse. On est 4 enfants et je pense que j'étais la seule à aller vraiment à pouvoir passer du temps comme ça à regarder les plans.
Et le jour où je leur ai dit, j'ai dit ça à mes parents, mon père m'a dit, tu sais, moi, en tant que père, je voulais pas influencer le choix d'études ou le choix de métier de mes enfants, donc je n'ai jamais rien dit, mais j'étais persuadée que tu allais partir là-dedans. Donc Ouais. je me dis, bah, c'est étonnant, enfin, pourquoi? Et il m'explique que quand j'étais petite, donc je crois me souvenir, c'était à peu près quand j'avais 4 ans, on passe à un endroit et je lui dis, tiens, c'est l'école de mon frère, de mon grand frère. Donc pas du tout, parce qu'en géographie, j'étais toujours aussi nulle que maintenant. On n'était pas du tout dans la même région. Mais c'était le même architecte qui avait fait ce bâtiment et l'école de mon frère. Et donc, il s'est dit, c'est quand même assez rare de voir déjà à cet âge-là la patte de l'architecte. Donc voilà, en tout cas, les petits souvenirs que j'ai sur ce choix. Et pour ta deuxième question sur l'éco-construction, ça, je pense que ça arrivait beaucoup plus tard. Je pense même que ça arrivait avec l'aventure dont tu as parlé tout à l'heure et dont on reparlera avec plaisir. Mais je pense que c'est une suite logique d'un processus. C'est-à-dire que j'ai toujours été sensible à l'écologie, à l'attention aux autres. Je pense que la compréhension de se dire qu'on fait tous partie d'un monde, qu'on est tous le maillon d'une chaîne et qu'il n'y a pas de maillon inutile, mais comme il n'y a pas de maillon plus grand que l'autre, je trouve que ça a été une cohérence dans toute ma façon de penser et dans mes actions au quotidien, que ce soit personnelles ou professionnelles, et qui m'a amené après à m'intéresser à l'éco-construction. D'accord, donc c'est plutôt un cheminement personnel qui n'a pas forcément été orienté trop par les rencontres que tu as pu faire et le parcours académique d'architecte. Parce que je sais que, je dis ça parce qu'à l'époque, je suis pas si vieux, mais je sais que dans le cursus d'architecte, moi aussi j'ai fait un cursus d'ingénieur plutôt, mais j'ai travaillé beaucoup d'architectes et ils étaient peu formés à l'époque à l'éco-construction et à l'écologie dans le bâtiment d'une manière générale. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Toi, c'est aussi venu plutôt de l'extérieur plutôt que d'un processus universitaire, quoi. Complètement. Malheureusement, effectivement, c'était aussi mon cas. J'ai eu peu de cours, même pas du tout, en fait, aucun cours sur le sujet, aucune C'est fou sensibilisation ça. pendant mes études. Oui, c'est vrai que c'est fou et en même temps, tu sais, à chaque fois que je croise quelqu'un, à chaque fois il me dit mais ça va changer, ça change, etc. Mais j'ai aussi croisé une personne qui avait fait, à mon avis, l'un des premiers mémoires sur l'éco-construction pendant mon périple dans les Deux-Sèvres et qui me disait déjà ça. Il disait déjà, lui, il se disait non mais la prochaine génération, enfin la prochaine promotion, même pas génération, la prochaine promotion ça va changer, il va y avoir des cours et moi je fais le même constat bien 40 ans après lui et je pense qu'il y aura toujours ce fossé pour ma part. Je pense vraiment que c'est par là. Il faut absolument qu'on nous en parle, il faut absolument qu'on nous sensibilise à ça, mais je pense qu'il faut pas attendre que ça vienne de là. Je pense qu'il faut multiplier les expériences à côté, les expériences personnelles, et c'est par les rencontres, c'est par notre sensibilité, en acceptant cette sensibilité qu'on va pouvoir avancer et accepter de travailler différemment. Je pense sincèrement que il faut que ce soit une réponse, mais c'est pas la réponse qu'il faut attendre pour s'y mettre en tant qu'étudiant en architecture. Mais effectivement, comme toi, c'est plus par les rencontres, c'est plus par le cheminement aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, se dire bah ça va pas, j'ai des valeurs écologiques et mon métier, ce que je fais aujourd'hui, il colle pas en fait. Et j'étais persuadée qu'il y avait une autre façon de le faire, mais je savais pas comment. Mais en tout cas, j'étais persuadée qu'il y avait une autre façon de le faire ailleurs que ce qu'on m'a montré, tout en béton, sans faire attention au sol qu'on vient imperméabiliser. Non, bien sûr qu'il y avait une autre façon de faire, mais il fallait la découvrir. On en parle aussi pour ceux que ça intéresse sur ce sujet de l'architecture avec Emmanuel et Raphaël de Anatomie d'architecture dans l'épisode 12, qui eux aussi ont fait des études d'architecte et qui eux aussi ont dû à un moment bifurquer et puis prendre un petit peu les sentiers battus, on va dire, voilà, pour découvrir et se former de manière un peu personnelle sur ces aspects de l'architecture durable. Et il y a de plus en plus d'outils, je pense, qui vont accompagner ça. Justement, tu parlais de ce super livre. Enfin, maintenant, c'est super livre. Et moi, quand je suis sortie, il y en avait un. C'était le Tour de France des maisons écologiques. Et moi, il m'a accompagnée réellement. C'est-à-dire que quelqu'un m'a envoyé ça parce que je partais pour un Tour de France de l'éco-construction. Donc, on m'a dit, bah, ne pars plus. En fait, ça a déjà été fait. On m'a envoyé le livre et ça m'a accompagnée. Et rien que pouvoir découvrir dans ces pages ce qui se faisait, je me suis dit, ok, en fait, ce que je vais chercher existe vraiment. Cool.
j'étais encore plus enthousiaste en fait à l'idée d'y aller. Et je pense que voilà, il y a des outils qui commencent à se démultiplier. On ne parle plus qu'aux experts ou qu'aux expertes. On essaye de trouver d'autres moyens de communication et c'est ça qui va permettre de rendre plus accessible en fait l'éco-construction aussi. Et donc toi, tu le disais, tu t'es formé finalement sur le terrain en allant découvrir des chantiers, en participant à des chantiers un peu partout en France. Donc, on va parler de ça. Comment est venue cette idée au départ? Alors, mais justement, tu parlais du manque de connaissances ou de formation sur le sujet au niveau des études. C'était un fait. J'ai commencé à travailler pendant 3 ans en maîtrise d'ouvrage et j'ai adoré ce que j'ai fait parce qu'il y avait beaucoup de rencontres. Il y avait beaucoup de découvertes. Il y avait je travaillais avec des domaines que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a plu et j'ai commencé à m'orienter aussi sur donc dans l'entreprise qu'on appelle la RSE, donc la responsabilité sociétale environnementale de l'entreprise. Et à un moment, je me suis dit mais il y a un fossé entre ce que je fais, comme je disais tout à l'heure, un fossé entre ce que je fais et ce que je pense. Et il fallait quelque chose pour pouvoir combler ce fossé ou en tout cas créer le pont entre ces deux éléments parce que je voulais pas travailler toute ma vie ou en tout cas je voulais pas avancer pas à pas pour me dire à 60 ans ok ça y est maintenant j'ai l'impression de construire en en cohérence avec mes valeurs écologiques. J'en avais marre un petit peu de ce rythme beaucoup trop lent pour moi. Je voulais à partir d'aujourd'hui avoir un impact positif quand j'imaginais un projet. Et j'avais plusieurs possibilités. J'aurais pu repartir dans les cours, mais trouver une formation. Je pense qu'il y en a des super aussi sur l'éco-construction, mais c'est pas ce que je cherchais. Aujourd'hui, je cherchais vraiment à avoir un lien entre ce qui se fait concrètement, des expériences humaines en fait. Je voulais pas découvrir des matériaux, découvrir des techniques. Je voulais découvrir des projets avec leurs porteurs de projets, avec les problèmes qu'il y a eu, avec la réalité en fait concrète, avec comment on associe sa vie privée et son projet, comment on associe ses valeurs avec des fois où forcément on peut pas non plus être faire tout ce qu'on souhaiterait en fait. Il y a toujours des limites. Donc c'est pour ça que m'est venue l'idée de me dire ok en fait j'arrête ce que je fais et je prends vraiment ce temps, je m'autorise à prendre ce temps pour aller découvrir ce qui se fait ailleurs et aller rencontrer les gens qui font autrement en fait. C'est comme ça est venue l'idée du Tour de France. Et alors c'est rigolo parce que du coup, pendant ce Tour de France, tu es allé sur des chantiers de personnes qui sont passées sur le podcast, notamment Delphine de Artisane de ma vie, qui a autoconstruit une maison dans le Périgord. Et puis aussi Lucille Wenger du Topail, qui est artisane terre-paille du côté de Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux du coup nous faire un petit tour d'horizon des typologies peut-être de chantiers que tu as découvert et puis ce que ça t'a apporté? Bien sûr. Alors Lucille, c'était une rencontre, mais j'étais pas sur un de ces chantiers. Et Delphine, effectivement, Delphine et Marc, je suis allée sur leur chantier dans le Périgord. C'était un super moment d'ailleurs. Et donc, en fait, mon Tour de France des chantiers, il y a eu à peu près 15 chantiers, donc je vais peut-être pas tous te les raconter, mais je vais t'en raconter quelques-uns, notamment le premier. Je pense que c'est logique, c'est celui qui marque le plus parce que c'est un petit peu là où tu te dis ok, est-ce que j'ai bien fait de partir, est-ce que c'était le bon moyen en fait, la bonne technique, et j'ai eu un super premier chantier. En fait, pour te raconter un petit peu l'anecdote, je suis partie avec mon camion, donc un van que j'ai aménagé pour l'aventure et pour être ma première expérimentation en éco-construction. Je suis partie avec ce van et il y avait encore un souci. C'est-à-dire que ma batterie auxiliaire ne se chargeait pas. Elle devait se charger pendant que je conduisais et elle ne se chargeait pas. Il y avait le booster qui fonctionnait pas. Je passe à un magasin et on me dit, il faut venir dans une semaine récupérer la pièce. On ne l'aura pas avant. Et j'étais tellement pressée de partir. Il y avait ce truc de non, tout est prêt. J'ai mis le moteur en route, je veux y aller, quoi. Et donc, j'ai envoyé un message comme ça c'était sur Instagram, à 2 personnes qui venaient de commencer un chantier conteneur dans le Gard. Et je leur dis, est-ce que je peux passer Je connaissais pas encore, je crois, à ce moment-là, Twiza, il me semble. Je sais plus si j'avais déjà découvert, mais en tout cas, donc une plateforme qui permet de trouver ces chantiers participatifs. Là, c'était un contact en direct et ils me disent oui, avec plaisir.
bien sûr, viens. Donc je me dis, ok, bah je reviendrai, je ferai un détour de ce que j'avais prévu, parce que j'avais prévu de faire Lyon jusque Bordeaux et m'arrêter sur des chantiers. Et ben à la place de ça, j'ai décidé de faire un détour, d'aller jusque dans le Gard, pour après venir rechercher la pièce pour mon booster. Et je vais sur ce chantier. C'est des personnes qui n'avaient jamais accueilli de personnes en chantier participatif. Elles savaient même pas que ça se faisait. Et donc c'était une expérience incroyable parce qu'en fait il y avait tout ce que je cherchais. Il y avait de la connaissance, j'ai appris à souder, j'ai appris toute la vie du conteneur, comment reconnaître un conteneur qui est bien un déchet et non pas parce qu'il y a aussi des conteneurs qui maintenant sont créés pour la construction, ce qui va complètement à l'encontre. J'ai découvert plein de choses à ce niveau-là et en même temps il y avait une rencontre humaine qui était incroyable. Eux ils étaient hyper reconnaissants du fait que je sois sur leur chantier. Moi, j'étais hyper reconnaissante qu'ils m'accueillent sur le chantier. Donc, on était toujours sans cesse à vouloir se remercier, en fait. Et je me souviens que le premier jour, pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, je dis, bah, à quelle heure vous terminez vos journées chantier? Ils me disent, écoute, à peu près 18 heures. Et le lendemain, vers 15 heures, ils me disent, bah, on va pas tarder. Je dis, ah bon, bah, c'est vrai que comparé à ce qu'on s'est dit hier, vous terminez plus tôt. Bah oui, on a décidé de t'emmener à tel endroit, sur la ruine de tel bâtiment pour te montrer un coucher de soleil à cet endroit-là. Et en fait, juste ça, tu vois, qu'ils prennent un temps où ils vont perdre en efficacité sur leur chantier pour une expérience humaine, je me suis dit, ok, je suis au bon endroit, j'ai bien fait de faire ça. Et tout a été comme ça, en fait. C'est rare d'avoir aussi la chance de faire une expérience où l'argent n'est pas au centre de la relation. Souvent, tu vas sur un chantier parce que tu as une mission ou parce que la personne a besoin de quelque chose qui va payer. Là, on t'enlève cette notion d'argent, donc tu as juste des services. Tu rends service à quelqu'un qui est très reconnaissant, donc qui va vouloir, sans que tu le demandes, te rendre un service. Et, euh, et ça rend l'expérience humaine encore plus belle. Donc ça, c'est en tout cas le premier que j'ai fait. Et tu parlais de Twiza justement, qui est une plateforme effectivement qui met en relation tous les acteurs des chantiers participatifs, à la fois les personnes qui accueillent des participants, et puis aussi les personnes qui veulent donner un coup de main, un service sur un chantier pour apprendre, pour partager des expériences comme tu le cites. Et c'est aussi Cédric, le fondateur de Twiza, qui est passé sur le podcast dans l'épisode 8, qui a beaucoup de synergie, beaucoup de personnes qu'on a croisées mutuellement. Ok, donc super. Donc ce premier chantier plutôt donc assez particulier dans le mode constructif. Donc les maisons containers, c'est quand même, ça reste très très marginal aujourd'hui en France. Quelle autre typologie de chantier tu as découvert? Alors après sur ma route, il y a eu une maison. Alors là, ils en étaient à la dalle bois. Ensuite, je suis allée. Donc là, c'était une maison en la technique du grèbe, donc une technique canadienne avec de la paille, bois paille. C'était super intéressant aussi. Il y a eu une autre qui effectivement, je pense aussi que j'ai vu un peu tout. J'ai vu de la construction, j'ai vu de la rénovation, j'ai vu une maison qui, d'extérieur en quelque sorte, je trouve ça dommage, mais dit comme ça, mais c'est vrai que tu peux pas savoir qu'elle est éco-construite en quelque sorte. Tu vois une maison en bois, oui c'est chouette du bois, mais j'ai vu des maisons en bois, pas pendant mon périple, mais quand tu te balades, tu vois des maisons en bois où c'est un bardage bois sur du parpaing. Donc en fait, j'ai vu des maisons où si tu ne parles pas aux personnes, si tu suis pas ta construction, tu passes à côté de la maison sans savoir que c'est une éco-construction, que ça a été réfléchi différemment des constructions que tu vois autour. Comme j'ai vu des constructions particulières, en tout cas, j'ai vu des paillourtes, donc des habitats circulaires en paille porteuse, des murs en paille porteuse et une charpente réciproque en bois. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui me marque. Je dis pas que l'éco-construction, c'est pas que ça, mais ça permet de travailler son imaginaire, de dire, ok, en fait, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on m'a toujours montré que c'est stimulant, c'est enrichissant et on peut faire plein de choses. Et ça te permet d'après te dire, ok, il y a ça, comment je travaille ça en fonction du projet que j'ai, en fonction des contraintes que j'ai. Donc il y a ce projet-là qui est les paillourtes de Gaëtan en Corrèze. Là, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le lien local qu'a créé ce projet. En fait, c'est une personne qui avait fait ses études à cet endroit-là et qui avait décidé donc de prendre un terrain et de construire 2 paillourtes côte à côte. Et sur ce chantier, déjà quand il me la montrait,
il m'a fait visiter sa première paillote qui était faite et la deuxième qui était en cours. À chaque fois qu'il me montrait quelque chose, il me disait, ben là, c'est les pierres de telle personne. Là, c'est le bois de telle personne, c'est la paille de telle personne. Donc en fait, chaque morceau de son habitat était une activité locale d'une personne qu'il avait rencontrée. Une personne qui était un agriculteur, donc qui allait avoir de la paille, et ben ils se sont mis en relation et en parlant du projet, ils se sont dit bah tiens en fait il y a ça qui est disponible, pareil pour le bois, pareil pour les pierres, et ça donnait quelque chose d'hyper hyper joyeux, hyper c'était personnifié en fait, c'était pas un habitat quelconque à n'importe quel endroit, c'était cet habitat il était fait là et il avait été fait en relation avec ce qu'il y avait autour. Et c'était un moulin, c'était un vrai moulin ce chantier. C'est-à-dire que toute la journée, il y avait des personnes qui pouvaient passer de plein d'horizons différents. Il y a eu de l'étudiant d'en face jusqu'au maire du village qui passait et à chaque fois qu'une personne passait, il s'arrêtait, il prenait un café avec la personne. Et après, soit la personne aidait sur le chantier, soit elle continuait sa route. Et donc, il y avait ce truc aussi de, ben, si tu viens t'intéresser au projet, si tu viens ici, eh ben, moi, je prends le temps, tant pis, je mets un peu en retard sur ce que je voulais faire, mais je prends le temps de discuter avec toi. Et j'ai trouvé ça super. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, ce temps-là, et ben, au fil des discussions, de découvrir que telle personne avait tel matériau à lui proposer, et donc d'avoir aussi à la fin une construction à un coût imbattable. C'est des coûts qu'on n'imagine même pas en fait au mètre carré. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, j'avais adoré aussi. Tu vois, de me rendre compte. Effectivement, la technique de la paille porteuse, de cette charpente autopendante qui est incroyable, mais aussi toute l'histoire qu'il y avait derrière et tout le lien qu'il y avait. Et ça, il l'a travaillé même quand il a créé ce projet-là. Il est allé dans l'endroit où il avait fait ses études pour faire une présentation aux étudiants, pour dire ben voilà, moi je fais ça pour telle raison, avec telle valeur, et ce qui fait qu'à un moment il y a un étudiant qui passe, qui dit bah voilà, j'ai une heure de libre, je peux venir aider. Bah oui, vas-y, viens. Et donc il vient aider sur le chantier participatif. Et ce lien local, je l'ai aussi revu avec d'autres projets, mais tu sais, je pense que il y a des personnes qui ont aussi l'impression que les gens qui vont autoconstruire certes, mais faire de l'éco-construction, c'est des personnes un petit peu à part. Et des personnes qui vont un peu sortir du schéma classique. Et je me suis rendu compte à quel point c'était tout l'inverse. Ces personnes-là, elles sont super liées euh, à leur localité, à ce qui les entoure, et elles essayent d'œuvrer aussi pour leur maison, donc pour leur confort personnel, pour leur santé, mais aussi pour les autres. Et tu parlais de Delphine tout à l'heure, ben, c'était le cas. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont leur projet qui est faramineux et ils ont mené un projet incroyable. Et à côté, ils prenaient le temps pour faire revivre une petite école de village qui n'existait plus parce que c'était important pour eux qu'il y ait cette cohésion et qu'ils aient un impact positif aussi pour la collectivité. Donc ce chantier-là, il était super aussi. Et peut-être pour terminer, un dernier, c'était une rénovation en Vendée, celle-ci, et c'était un enduit terre-paille qui était appliqué sur des gros murs en pierre pour améliorer le confort thermique. Et là, ce qui était intéressant aussi dans la vie, tu vas vite le remarquer, mais c'est vrai que je parle souvent d'expérience humaine plus que l'habitat en tant que tel. C'était une exploitation. Donc c'était une exploitation agricole. Et il y avait un relais. C'était une personne qui était musicien et qui avait décidé de devenir maraîcher. Et il y avait un relais parce que la personne allait arrêter son exploitation. Et au lieu de dire bah, je l'arrête telle date, donc tu arrives telle date, ils ont décidé de progressivement, la personne partait de cette ferme et laissait des terrains supplémentaires, des morceaux supplémentaires. Et l'autre arrivait et prenait petit à petit possession en fait de l'exploitation. Donc il y avait un échange. La personne, quand elle finissait ce qu'elle faisait, elle repassait tout près du chantier et elle s'arrêtait, elle discutait, elle regardait ce qui était fait. Donc c'était chouette aussi sur une autre façon de faire, je pense, que ce que j'ai pu avoir l'habitude de voir, où d'habitude il y a un propriétaire et à telle date tu remets les clés et puis tu n'y viens plus. Là, la logique était totalement différente. Donc ça c'était super et c'était l'un des rares chantiers que j'ai fait en chantier participatif collectif. J'aimais bien aller seule sur les chantiers participatifs en général. Ce que je faisais, c'est que j'envoyais un petit message et je disais est-ce que je peux venir vous aider ?
Et les personnes, en règle générale, me disaient oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Quelle technique tu veux voir? Quel matériau tu veux voir pour organiser au niveau de la date? Et moi, je disais, je m'en moque, je veux juste venir vous aider. Ce qui permettait, eux, de soulager aussi d'un poids d'organisation, parce que se dire, à telle date, j'en serai forcément là, il faut que j'en sois là, parce que j'ai des personnes qui veulent voir cette technique-là, Mm. c'est aussi une charge mentale. Alors que là, je venais et peu importe ce qu'ils faisaient, peu importe si c'était, tu vois, il y a un peu les travaux sexy que tu as envie de faire, justement les murs en paille, etc. Et il y a le reste. Moi, si c'était mettre des prises, si c'était, je me souviens d'aller travailler sur des volets roulants, c'était pas grave parce que c'était les échanges qui allaient être aussi plus particuliers, plus personnels et qui allaient me permettre d'apprendre encore plus de choses sur ce qui avait été fait, sur comment ça avait été fait. Alors que là, en Vendée, c'était un chantier participatif collectif où on était une quinzaine par semaine, et je crois que ça s'est déroulé pendant 3 semaines de suite, pour faire l'enduit, parce que c'était une rénovation, une ancienne longère, donc il y avait quand même pas mal de murs, et c'était un professionnel qui venait nous montrer comment faire, comment l'appliquer. Donc c'était aussi très apprenant sur ça, et au niveau de la technique, de la méthode, j'ai vu plein de choses. C'était en plus avec la terre du terrain, donc il y avait aussi tout ce travail d'observer si la terre était ok, comment la tamiser, comment la travailler. Donc ça, c'était aussi un super chantier et de super rencontres. Et après, voilà, comme je te disais, il y en a plein d'autres, vraiment, vraiment de nombreux, avec chacun ses particularités. Et c'est ce qui m'a plu, c'est la diversité des projets, la diversité des rencontres et des profils que j'ai pu voir. Ouais, tu le décris bien dans l'approche du chantier qui est totalement à l'opposé de ce qu'on peut voir dans un chantier traditionnel, de par les rencontres, de par la temporalité qui est très différente. Où d'habitude, sur un chantier, il y a un client qui est même pas forcément là, une entreprise qui travaille, qui a un peu chasse gardée sur son territoire, en tout cas sur son lot de travaux, parce que pour plein de raisons, parce que elle a un temps assez réduit pour travailler, donc il faut que ça aille vite, donc il faut pas de perturbations extérieures. Pour des questions aussi d'assurance, de plein de choses, il faut pas aussi que quelqu'un d'autre intervienne en même temps parce que ça peut devenir compliqué. Et du coup, ça rend le chantier très hermétique, mais finalement très anxiogène aussi, je me rends compte, d'expérience pour toutes les parties parce que voilà, il y a pas d'interaction, il y a peu d'interaction entre les différents acteurs. Et tu décris bien dans cette expérience-là, la richesse et l'importance finalement des rencontres plus que la réalité elle-même de l'acte de bâtir, en disant que voilà, c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire des projets intéressants avec du partage de connaissances, du partage de matériaux, etc. Donc c'est super chouette. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un chantier qui disait, bah non, on veut travailler que en chantier participatif parce que on veut être sûr que l'énergie qui est mise dans notre chantier soit positive. Et donc, il s'était limité en disant, bah non, nous, on veut, même si ça prend plus de temps, même si c'est beaucoup plus de contraintes, on veut que ce soit des gens qui aient envie de travailler sur le projet. Et ils avaient peur, même si, bien sûr qu'on peut trouver plein de professionnels qui ont envie de travailler sur le projet, mais ils voulaient vraiment des gens engagés qui allaient mettre de l'énergie positive dans ce qu'ils allaient faire et non pas se dire, ok, j'ai 2 jours pour finir, faut que je me dépêche, râler sur le projet. Et j'aimais bien cette approche-là et qui se rapproche un peu de ce que tu disais c'est complètement autre chose et c'est très chouette, c'est très sain en fait. Ouais, et puis je pense que ça peut perdurer justement au-delà de la fin du chantier, parce que on entend aussi souvent parfois des expériences de projet où le chantier, ça a été un enfer, ça a été stressant, etc. pour tout le monde, il y a eu des problèmes. Et du coup, ce stress, il se perpétue aussi un petit peu dans la vie de la maison, du bâtiment. Je connais même des personnes qui ont été dégoûtées de leur projet, qui ont même revendu la maison et puis ils sont partis sur autre chose tellement ça avait été compliqué pour eux. Donc c'est quand même vraiment dommage quand on en arrive là. Et avec cette expérience que tu racontes, ça peut aider à voilà à donner enfin comme tu le cites, une énergie positive qui reste ancrée un petit peu dans les murs de la maison. C'est chouette. Aujourd'hui, tu es revenu du coup de cette expérience et tu animes des ateliers pour sensibiliser les personnes à l'éco-construction. Tu es aussi membre de différentes associations, dont l'association Hameau Léger. Est-ce que tu peux nous présenter quel est ton rôle, quelles sont tes missions, à quel public tu t'adresses aussi pendant ces ateliers, comment ça se déroule?
Donc l'association Un mot léger, c'est une association qui accompagne sur la création d'éco-hameaux. Ils vont accompagner les collectivités, ils vont accompagner les personnes, ils vont accompagner les collectifs pour pouvoir créer en fait des hameaux accessibles financièrement et avec des habitats légers, donc des habitats vraiment respectueux de l'environnement. Donc c'est une super asso. Et moi, j'œuvre pas dans cet asso pour cette mission-là. C'est juste que pendant mon périple, j'ai croisé cette association par le festival Les Palourdes. Donc c'est un festival que Hameaux Légers organise et qui est autour de la construction écologique, autour de l'habitat durable en fait. Et j'ai découvert ce festival, c'était incroyable, c'était 2 jours avec plein de tables rondes, d'ateliers, on a monté une yourte, tu vois, il y avait plein de choses manuelles aussi qu'on pouvait découvrir, il y avait des rencontres, il y avait le soir où il y avait de la musique, etc. Et j'ai tellement adoré que je me suis dit, ok, je vais essayer de prendre du temps pour permettre la prochaine édition. Donc aujourd'hui, je suis bénévole pour le Festival des Palourdes, qui a lieu en juin d'ailleurs, tout près de Rennes, qui est le 15 et 16 juin de mémoire, le week-end du 15 et 16 juin. Et c'est mon rôle actuellement, en fait, c'est ça. C'était vraiment pour l'organisation de ce festival et plus précisément dans la recherche d'intervenants et d'intervenantes pour les ateliers, tables rondes et conférences. Donc voilà. Et après, au niveau de mes ateliers, donc ça à part, c'était en fait lors de cette aventure, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma pratique parce que quand je suis partie, je me suis pas dit j'ai ma ligne, j'ai mon tracé, mon destin et je vais juste aller chercher quelques informations et revenir avec ce bagage dans ma pratique actuelle. C'était pas du tout le but. Je voulais vraiment continuer et considérer que c'était une suite de mon chemin et non pas une pause, une année sabbatique ou que sais-je. Tu vois, c'était vraiment une suite de mon chemin. Et après toutes ces découvertes, je me suis dit oui, il y a une autre façon de travailler, mais il y a aussi toutes ces informations-là que j'ai vues que je veux partager. Et donc ça s'est d'abord fait sous forme de conférence, mais le format me plaisait un peu moins parce que j'aimais pas le côté je parle, on m'écoute. Il manquait d'interaction pour moi. Et après, il y a eu des ateliers et ça, je continue à en donner parce que j'adore ce côté ludique. J'essaye de vraiment le rendre le plus ludique possible. Je le donne avec des particuliers, des professionnels dans des entreprises et aussi dans des universités. Et il y a aussi ce côté justement dans les universités, ce qui me plaît, c'est que quand les étudiants ressortent, ils disent mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est le but, c'est que il y a personne derrière un ordi et on discute et ils ont autant des choses à me raconter sur leur expérience, sur leur habitat, sur l'espace dans lequel ils sont. J'aime bien aussi interroger sur là où ils sont. Est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que vous sentez bien? Et ça dit, oh bah non, c'est pas posé la question. C'est une salle de classe. Ça, c'est pour nous, ça n'a jamais été fait pour qu'on soit bien. Et c'est ça qui est triste, c'est que si le but c'est quand même de vous accueillir, c'est pas juste de pouvoir créer cet espace de cours quoi. Et donc voilà, tous ces ateliers que je donne et j'adore ça. J'aime beaucoup ce partage. C'est très énergivore, mais ça me plaît parce qu'il y a 1000 profils différents et on peut aborder l'éco-construction de plein de façons. En fait, selon les personnes à qui on parle, ça peut être des personnes qui vont être plus dans le design d'espace, où on va aussi axer sur l'importance du mobilier ou des choix qu'on fait en intérieur sur notre santé, mais aussi montrer la corrélation entre intérieur et extérieur. Moi, j'aime beaucoup le rapport de seuil, c'est-à-dire que si on travaille pas la protection solaire, mais on a beau mettre tous les matériaux qu'on veut à l'intérieur, le confort, il sera pas là l'été. Et donc dire, mais il y a une relation qui doit se faire entre tous les acteurs du bâtiment pour avoir à la fin quelque chose de confortable et respectueux de l'environnement et de la santé. Et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et même de parler à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de construction, et donc encore moins d'éco-construction, leur dire, mais ça vous concerne forcément, parce que on passe 80% de notre temps en intérieur, donc vous êtes un habitant, vous allez habiter votre bureau, vous allez habiter votre maison, votre appartement, donc il faut comprendre que cet intérieur peut vous vouloir du bien, peut vous vouloir du bien et avoir un intérieur qui vous respecte, quoi. Donc, oui, ça me plaît beaucoup, ces ateliers, en tout cas. Je suis très aligné avec l'idée aussi que notre intérieur peut aussi nous nourrir, nous inspirer pour aller de l'avant, pour dépasser
des difficultés et puis aller vers ce qu'on souhaite le plus. Donc, bravo pour toutes ces initiatives. Et dans la continuité de ce cheminement pédagogique de transmission, tu t'es aussi lancé dans un super projet, c'est de créer un jeu de société que tu as appelé Habitat Heureux. Donc déjà, le nom est super, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler, puis nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, le jeu, il est venu, il y avait ces ateliers où je cherchais un côté ludique. Et donc, il y avait un peu un jeu de questions qui s'est mis en place, mais il y avait quand même le constat que chaque personne qui venait avait souvent un pied déjà, soit dans l'écologie, soit soit dans la construction. Et je me disais, c'est qu'il manque un outil. Il manque encore quelque chose pour que chacun et chacune se sente légitime de parler de ces sujets. Et il y a une phrase de Mona Chollet qui m'inspire. Alors je vais peut-être la transformer un petit peu de mémoire, mais elle dit justement on n'a pas ces temps de débat pour parler de notre habitat et d'un habitat écologique et durable. Qu'en fait ça n'existe pas ces temps d'échange. Et je trouve que c'est aussi ce que tu fais par ton podcast, c'est ce qui se fait par plusieurs outils. C'est ok, en fait au lieu de toujours donner l'information, juste on va discuter, on va échanger et il y a déjà plein de choses qui vont ressortir de ça. Et donc j'ai réfléchi, j'ai eu beaucoup d'inspirations qui sont venues aussi de différents endroits et j'ai décidé de créer ce jeu. Donc, comme tu dis, ce jeu Habitat Heureux, c'est un jeu de cartes. Donc c'est des questions en fait. Et par la question, on va pouvoir jouer de 1 à 8 joueurs. Je l'ai plutôt axé sur plus de 14 ans. Et on va aborder plein de notions de la construction écologique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va le faire avec toutes les personnes qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire entre experts et expertes, entre amateurs, amatrices ou entre débutants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir discuter tous ensemble. Il va y avoir par exemple une question, quelle est la hauteur du plus grand bâtiment en terre crue? Il va y avoir 3 propositions de réponse, mais donc cette question-là, à la fois tout le monde et personne a la réponse. Hmm. C'est pas le but. La réponse, c'est pas il va y avoir toute une logique de gagner des points, perdre des points, c'est collaboratif, mais il va y avoir toute cette logique-là pour essayer à la fin de gagner. Mais le but, c'est les échanges que ça va créer. Parce qu'il y a une personne qui va dire, attends, terre crue, qu'est-ce qu'on entend par terre crue? Peut-être quelqu'un qui va essayer de répondre, qui a la réponse. Puis, ok, quel bâtiment en terre crue j'ai pu voir dans mon entourage. Et en fait, tous ces éléments-là vont travailler l'imaginaire de l'éco-construction, plus que la réponse en elle-même. Et après, on va avoir au dos soit une illustration, soit un complément de réponse. Et on va avoir aussi un numéro qui va nous emmener vers une plateforme où là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que cette plateforme, elle va pouvoir avoir différents niveaux pour approfondir la réponse. Il va y avoir des propositions de livres, des propositions de vidéos. Il va même y avoir un endroit où on va pouvoir apporter sa propre réponse si on a une information qui semble importante à donner au moment de la lecture de cette carte. Et ça permet aussi de dire s'il y a un sujet qui intéresse, on va vraiment pouvoir creuser. Et selon le niveau de la personne, si elle veut aller beaucoup plus loin, elle va pouvoir le faire par ce jeu. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est de dire on va parler simplement et vous allez même pas vous rendre compte que vous allez parler d'éco-construction sans que quelqu'un vous dise ce que c'est l'éco-construction. Il va y avoir une autre question aussi, par exemple, traditionnellement, quelle est l'orientation de la porte d'une yourte en Mongolie? Et ben, juste ça, avec 3 propositions d'orientation, les personnes vont se dire, ok, mais alors, qu'est-ce qui peut avoir un impact? Ah, il y a peut-être les vents, il y a le soleil. Et donc, sans avoir parlé de bioclimatisme, les personnes vont parler de bioclimatisme et se dire, ah, mais c'est vrai que, en fait, orienter une porte ou une ouverture par rapport à l'orientation, c'est hyper important et ça a un impact. Et après, on va approfondir en parlant de bioclimatisme. Après, on va essayer de travailler, de dire, il y a forcément le confort d'été et le confort d'hiver. Comment on le travaille? Comment on se positionne par rapport au terrain? Mais en partant de quelque chose tout public et accessible. Voilà. Super, je trouve vraiment l'idée géniale. Donc bravo déjà. Et c'est vrai que ça permet, tu as raison, c'est ce qui manque aujourd'hui encore pour que l'éco-construction se développe sans doute de manière plus large. C'est que voilà, souvent c'est un discours un peu d'expert. Enfin, on peut le prendre de cette manière comme un discours d'expert. Donc forcément pour les personnes qui sont pas initiées, ça fait peur ou ça donne pas forcément envie. Alors que c'est, comme tu le disais, ça concerne tout le monde. On habite tous quelque part. Et,
Et c'est hyper important pour notre santé, pour notre énergie, pour notre bien-être mental aussi. Donc c'est une super idée de développer ça de manière un peu ludique et joyeuse comme tu le proposes. Donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Euh, Toi, à quoi ça ressemblerait ta maison idéale si tu pouvais la dessiner, ou peut-être qu'elle existe déjà? Et ben quand tu me poses cette question, je vois pas la maison. C'est-à-dire que j'ai une masse assez petite, mais j'ai le terrain en globalité. Tu vois, j'ai cette végétation, j'ai cette biodiversité, j'ai ce rapport aussi entre la nature et l'habitat et la construction, qui est un habitat assez petit, euh, quelque chose de qui incite aussi à aller en extérieur, à vivre en extérieur. C'est c'est ce que j'ai pu vivre aussi toute cette année avec le van, où dans 6 mètres carrés, bah, tu sors dès que tu peux. Et j'ai adoré se dire, en fait, pourquoi on limite pas aux besoins qu'on a euh, vraiment de nécessaire à avoir en intérieur, et tout le reste peut se faire en extérieur. Et donc j'ai ce rapport-là directement qui me vient. Et j'ai pas beaucoup plus. Je pense que après tout le reste dépend des personnes, de l'endroit, de ce qu'il va y avoir sur place, de ce qui va être présent, des personnes que je vais rencontrer. Je vois beaucoup de joie, forcément. Je vois quelque chose des rencontres, des échanges, du partage. Mais tu vois, ce qui peut être antinomique en tant qu'architecte, mais peu importe la forme, peu importe le matériau, je crois que c'est vraiment l'ensemble et la cohérence qu'il peut y avoir avec ce qu'il y a autour qui me vient. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent sur peut-être des sujets qui t'ont inspiré, toi, dans ton cheminement? On en parlait, justement, on parlait de un tout à l'heure, donc c'est sûr, déjà celui-là, le Tour de France des maisons écologiques. Et j'ai cité Mona Chollet tout à l'heure, et je trouve que ce livre, il est incroyable, il s'appelle Chez soi. Et il y a une façon, c'est pas une personne qui a une expertise en construction, ni en éco-construction. Et c'est ce que j'aime, c'est le côté, on va parler du quotidien, de ce que représente l'habitat. Elle parle aussi, j'aime bien, elle aborde un sujet qui est, on pense souvent, on a souvent tendance à se dire qu'une personne qui consacre du temps à son habitat, c'est quelqu'un qui va être limite égoïste, tu sais, qui va penser à ses intérêts. Alors que non, c'est hyper important. Oui, peut-être que pendant ce temps-là, on travaille pas sur quelque chose qui est pour la collectivité, mais elle disait comment on peut demander à quelqu'un d'agir pour le collectif quand il a pas son lieu où il se sent bien. Et j'aime bien en fait ce rapport à dire c'est pas du tout égoïste de travailler son confort dans son habitat et après de faire des ponts et après de voir comment on peut impacter positivement ce qui nous entoure et et travailler comme ça. Donc ce livre-là, je le conseille 1000 fois. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit, qui te guide un peu au quotidien pour mener tes projets? Il y a une phrase, il y a un passage d'un livre de Camille Etienne qui m'apporte beaucoup, qui est, en fait, je vais te le résumer, je vais pas forcément te dire les phrases exactes, la citation exacte, mais elle, elle part avec un scientifique et qui va lui montrer le recul des glaciers, qui va vraiment prendre un temps pour lui montrer tout ça. Et à un moment, elle s'arrête, elle lui dit, mais pourquoi tu prends ce temps-là, en fait? Pourquoi tu m'accordes ce temps? C'est génial, c'est super, mais c'est fou, en fait. Pour elle, c'était fou qui lui accorde ce temps-là. Et il lui répond qu'en fait, il a passé sa vie, une fois qu'il avait fini une des recherches, une fois qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, il passait à la recherche suivante. Et il considérait que comme il avait trouvé, tout le monde savait. Et il s'est re-questionné après sur ça en disant, mais en fait, c'est fou, je passais à la recherche suivante et je prenais pas le temps d'expliquer aux gens ce que j'avais trouvé. Et donc, c'est quelque chose qui m'anime et je me suis dit, je trouve que ça résume bien aussi ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire, j'ai trouvé quelque chose, je pourrais l'utiliser tel quel ou je pourrais juste passer à l'aventure suivante. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur partager cette information et que les gens puissent avoir accès à cette information. Donc, je pense que c'est un passage de son livre qui m'a beaucoup animé et qui m'anime toujours. Excellent. Où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur tes activités,
te contacter, peut-être se procurer aussi, découvrir le jeu Habitat Heureux que tu proposes? Alors aujourd'hui, tout est surtout axé sur la page Instagram, donc la page Instagram habitat.heureux, habitat au pluriel. Et à partir de là, je mets les liens pour bien orienter, parce qu'aujourd'hui, on était sur une campagne de prévente qui s'est super bien déroulée pour le jeu, puisqu'on a dépassé les 100%. Et donc bientôt, il y aura le site internet www.habitatheureux.fr qui arrive à partir du 20 mai. Voilà. Génial, bah écoute, je mettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui veulent aller voir ton parcours et puis ce que tu proposes. Merci beaucoup Marine pour ce partage, bravo pour le projet que tu mènes, et puis j'espère que le jeu aura beaucoup d'adeptes et permettra à beaucoup de personnes de s'initier un petit peu à ces sujets de l'éco-construction et puis de son rapport à l'habitat. Je trouve que c'est hyper pertinent et hyper utile. Donc merci, puis bonne continuation à toi. Avec plaisir. Un grand merci à toi pour ce que tu fais et la parole et le temps de parole que tu donnes à toutes ces personnes. C'est super. C'est inspirant, en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.